Au premier rayon du jour, Olympia s'apprête à sortir pour un jogging routinier, mais se retrouve stoppée net dans son élan lorsqu'elle percute son orteil contre le coin de cette satanée table. Au lieu d'éprouver une douleur aiguë atroce comme ses ancêtres, elle ressent un picotement. Rien de plus que l'équivalent d'un coup d'électricité statique. Cela suffit à lui faire porter son attention sur son orteil pour vérifier les dégâts. Rien de cassé, tout va bien. Olympia est née avec une modification des allèles du gène SCN9A qui lui donne une très basse sensibilité à la douleur physique. C'est une procédure que presque tous les parents choisissent de conférer à leurs enfants. Fini le temps où des milliards de personnes étaient affligées par des seuils de douleur imposés aléatoirement par la sélection darwinienne, jugés comme normaux à l'époque. Nous sommes en 2242 et la douleur a depuis longtemps été maîtrisée par l'humanité grâce à un mélange de biotechnologie, pharmacologie et cybernétique. Les douleurs aiguës ont laissé place à des systèmes d'alarme sensoriels neutres et les douleurs chroniques ont été quasiment éradiquées. Il est même possible de choisir son seuil de douleur pour la journée à l'aide de son IA personnel connecté au système nerveux. Les rares douleurs pathologiques restantes sont soulagées par de puissants analgésiques non addictifs, dont certains à base de venin synthétisé. Est-ce un scénario de science-fiction? Très certainement. Mais qu'en est-il de celui-ci? En 2022, je me rends chez le dentiste pour une lourde opération. Je reçois une anesthésie locale qui m'empêche de ressentir quoi que ce soit dans la zone dentaire, tandis que le docteur performe ce qui aurait paru comme de la torture il n'y a ne serait-ce que 2 siècles. Pour une personne vivant au Moyen-Âge, ce scénario est inimaginable. Assurément, le dentiste doit être un mage, ou pire, utiliser l'aide de forces démoniaques. Il est difficile de savoir ce que les avancées dans la gestion de la douleur vont offrir pour les générations futures. Mais il est presque certain que nos descendants auront bien plus de solutions pour abolir ce qui tourmente tant de personnes aujourd'hui. Dans le cadre des vidéos éco-scientifiques, à la demande d'Écosciences Provençale Côte d'Azur en partenariat avec Play Azur, j'ai eu le plaisir de m'entretenir avec Eric Langaglia, directeur de recherche INSERM. Il est spécialisé dans la recherche fondamentale sur la douleur au sein de l'Institut de pharmacologie moléculaire et cellulaire du CNRS et de l'Université Côte d'Azur à Valbonne-Sophia Antipolis. Il est donc très bien placé pour nous éclairer sur les mécanismes de la douleur et les évolutions possibles de nouveaux traitements. Mais avant de se projeter dans le futur, commençons par définir ce qu'est la douleur. D'après l'Association internationale pour l'étude de la douleur, elle est définie comme une expérience désagréable, à la fois sensorielle et émotionnelle, associée ou ressemblant à celle associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle. La douleur dépend d'une stimulation qui dépasse un certain seuil, que l'on peut représenter par ce schéma de douleur perçu en fonction de l'intensité. C'est un phénomène dynamique qui s'ajuste en fonction du contexte. Par exemple, ça fait mal de prendre une douche sur un coup de soleil avec de l'eau à une température d'habitude agréable. Au bout du doigt, on a une terminaison nerveuse qui est spécialisée dans la détection des stimulations douloureuses. En fait, c'est un câble électrique qui va du doigt jusque vers la moelle épinière. Je mets la main sur la plaque chaude, c'est très chaud, donc j'ouvre mon canal sensible au chaud douloureux, il génère un signal important, hop, le signal électrique, il va courir le long de nerfs sensitifs jusque dans la moelle épinière. Et là, il va rentrer dans le système nerveux central. Dans la moelle, il va y avoir des connexions avec des neurones moteurs et qui va permettre de retirer la main tout de suite. Mais c'est au sein de la moelle épinière qu'il y a la première connexion des neurones du système nerveux central. Et là, c'est un autre câble qui monte vers le cerveau. Donc, le cerveau va dire où j'ai mal, de quelle intensité, et ça va être modulé par est-ce que j'ai eu mal pareil avant, tout un tas d'éléments qui vont faire que ça va moduler. Et il va y avoir une réponse qui va être une réponse comportementale. Il y a vraiment plusieurs niveaux. Donc, il y a le niveau périphérique, où là, c'est vraiment de la conduction électrique, hein, si on peut dire. Après, quand on tombe dans la moelle épinière, il peut y avoir là déjà une première modulation. Et après, le cerveau va analyser et va pouvoir moduler aussi la douleur, positivement ou négativement. En adoptant le point de vue de l'évolution par sélection naturelle, on comprend pourquoi la douleur a émergé. Dans le but de maximiser sa survie, un organisme a besoin d'un avertissement pour savoir si son intégrité biologique est compromise, soit par une menace externe, comme une plaie, soit par un problème interne, comme une inflammation. Grâce à ces informations dites nociceptives, l'organisme peut prendre des mesures pour s'éloigner du danger ou éviter d'aggraver sa situation. Ce n'est donc pas étonnant que ce système d'alarme possède une qualité désagréable pour les êtres conscients et sentients. Mais on peut se poser la question de savoir si une expérience subjective est nécessaire pour subir la douleur, ou si toutes les échelles du règne animal sont concernées, ou seulement une portion comme les vertébrés. Il y a certains insectes qui peuvent continuer à manger, par exemple, alors qu'ils sont eux-mêmes mangés par un prédateur. On peut se poser la question sur est-ce que, même s'ils perçoivent une stimulation nocive, est-ce qu'ils peuvent concevoir une douleur? De l'autre côté, il y a le mammifère ou les vertébrés
équilibré où là il y a à la fois le système de perception et le système nerveux élaboré qui permet aussi d'avoir cette intégration et le côté cognitif et émotionnel. Et après entre les deux, il peut y avoir des systèmes de perception qui peuvent générer par exemple des comportements d'échappement quand il y a quelque chose de nocif ou quand il y a un danger. Mais derrière, est-ce que le système nerveux est suffisamment élaboré pour générer une douleur? C'est plus compliqué à savoir. Parce que l'animal va pas dire entre 0 et 10, vous avez mal à quel niveau. C'est des comportements qui peuvent être réflexes qu'on enregistre et pas obligatoirement des comportements douloureux. Une voie d'étude, c'est d'essayer d'améliorer l'évaluation qu'on peut faire de la douleur chez l'animal. Par exemple, parmi ces manifestations, il peut y avoir des manifestations faciales, certaines grimaces ou des choses comme ça. Et là, l'intelligence artificielle et le machine learning est intéressant. La douleur aiguë revêt un caractère adaptatif. Par contre, il arrive que la douleur persiste des mois, voire des années, y compris quand la cause initiale a disparu. Auquel cas, on parle de douleur chronique. C'est une pathologie qui concerne environ un tiers des patients en médecine générale et représente un coût considérable pour les sociétés. Il existe également une variété de mutations génétiques, qui restent cependant relativement rares, associées directement à une douleur. Tout cela est évidemment invalidant et mal adaptatif. Mais parler de la douleur est imprécis, tant on rencontre en réalité plusieurs types de douleurs. Il y a des douleurs aiguës, c'est les douleurs vraiment qu'on peut expérimenter quasiment tous les jours. Ou alors ça, c'est souvent ça passe pendant une aspirine ou un anti-inflammatoire. Il y a aussi des douleurs inflammatoires qui sont liées à une lésion tissulaire. Il y a une inflammation qui va se produire. On a une douleur qui d'ailleurs parfois va même être plus importante que la zone uniquement blessée. Ça, ce sont des douleurs qu'on arrive en général assez bien à gérer. Après, il y a des douleurs qui sont liées au système nerveux. Ça peut être soit des lésions directes, ça peut être bien sûr des amputations, des choses comme ça, mais aussi une hernie discale, l'écrasement d'un nerf. Ça peut être lié à des maladies. Ça peut être lié à des traitements. Il y a des traitements par des agents anticancéreux qui vont abîmer les nerfs sensitifs, les nerfs responsables de la douleur. Les douleurs neuropathiques sont les douleurs vraiment qui sont les plus problématiques parce que c'est des douleurs chroniques souvent, c'est des douleurs qui sont persistantes parfois pendant des années et pour lesquelles on a un arsenal thérapeutique qui est beaucoup moins important que pour les douleurs aiguës. C'est donc un impératif moral de chercher des moyens d'empêcher ou soulager la douleur autant que possible. Toutefois, une absence totale de douleur n'est pas souhaitable. C'est même une malédiction pour ceux qui sont atteints d'insensibilité congénitale à la douleur. Des pathologies génétiques rares qui se traduisent souvent par un très grand nombre de blessures et une espérance de vie réduite. Les propriétés analgésiques de certains composés naturels comme l'écorce de saule, le chanvre ou le pavot sont connues au moins depuis les premiers humains modernes. À partir du 19e siècle, les substances actives ont été isolées et synthétisées, donnant lieu à des applications pharmacologiques améliorées comme la morphine ou l'aspirine. Ce fut également durant le 19e siècle que l'anesthésie fut perfectionnée, avec notamment le chloroforme. L'anesthésie, quand elle est locale, consiste à bloquer tous les signaux allant vers la moelle épinière, incluant donc ceux de la douleur. Ensuite, on trouve la catégorie des opiacés faibles, comme la codéine, et forts, avec entre autres la morphine. Malheureusement, les effets secondaires et l'accoutumance ne sont pas rares et peuvent poser un risque grave chez les patients. On parle même d'une épidémie des opiacés, particulièrement aux États-Unis, en raison de prescriptions abusives, particulièrement avec l'oxycontine. Tout cela renforce la nécessité de découvrir des alternatives analgésiques efficaces. Les voies de recherche, c'est vraiment d'arriver à identifier. Alors, pour la crise des opiacés, c'est des voies indépendantes des opiacés, ou alors continuer à utiliser les opiacés, mais avec des approches optimisées qui permettent d'éviter les phénomènes d'accoutumance ou les effets indésirables associés aux opiacés. C'est aussi une autre possibilité. Et après, il y a tout ce qui est les douleurs insensibles aux opiacés ou très peu sensibles, comme les douleurs neuropathiques, les douleurs liées au système nerveux, où là, il y a vraiment un besoin d'identifier des nouvelles stratégies ou des nouvelles cibles thérapeutiques. Ça peut aussi être le cas de certaines céphalées. Pour concevoir une solution analgésique, une des options envisageables est de perturber l'activité des canaux ioniques responsables de la transmission et la détection des signaux douloureux. Cette option est d'autant plus intéressante que des mutations de certains de ces canaux chez l'homme ont un effet direct sur la douleur. On peut le faire soit au niveau génétique, en désactivant un ou des gènes. Les outils d'édition génomique, comme CRISPR-Cas9, offrent des possibilités intéressantes et certains gènes ont été identifiés qui affectent la douleur d'un individu, comme le gène SCN9A qui la supprime. Une autre option est l'approche pharmacologique.
en utilisant des molécules capables de bloquer les canaux ioniques de la douleur. Une solution pourrait résider dans un endroit pour le moins insolite, le venin, qui est un des centres d'intérêt de l'équipe de recherche d'Éric Lingaglia. On a été chercher dans des venins animaux des toxines capables d'aller agir sur les canaux qu'on étudie. Dans l'idée d'avoir des outils pharmacologiques, et effectivement, ça s'est avéré être des outils intéressants, et certains de ces toxines ont permis de démontrer le rôle de ces canaux dans la douleur. Donc là, c'est un premier objectif, c'est de valider la cible comme une cible importante pour la douleur qui peut être utilisée par l'industrie pharmaceutique pour identifier des petites molécules capables d'aller agir sur cette cible et d'être potentiellement des analgésiques. Et certaines de ces toxines pourraient être elles-mêmes des points de départ pour des médicaments, si on peut dire, puisque elles génèrent, en tout cas chez l'animal, des effets analgésiques qui sont importants. Nous allons de plus en plus vers la médecine de précision, où l'on est capable d'administrer le bon traitement à la bonne dose, au bon patient, au bon moment, grâce entre autres aux approches de séquençage ADN à bas coût et à la multiplication des données analysées par des algorithmes. On trouve également des possibilités de contrôle central de la douleur dans le cerveau, avec des électrodes dans des zones stratégiques. Si on se projette plus loin, il existe le champ très prometteur de l'optogénétique, qui vise à contrôler des molécules par la lumière. C'est surtout vrai pour la douleur qui, dans sa composante périphérique, serait plus facilement accessible à la lumière. Cela permet une manipulation des événements électriques et biochimiques très précise dans le temps et l'espace. On pourrait aussi imaginer d'avoir des systèmes qui soient silencieux et qu'on puisse activer. Alors là, pour le coup, il y a une précision spatio-temporelle extrêmement forte, puisque c'est une fibre optique et on va pouvoir envoyer une lumière d'une certaine longueur d'onde et donc on pourra prendre une molécule, elle sera partout, mais on l'activera que à l'endroit où on veut qu'elle soit active. Ça, c'est une possibilité. Soit avoir un système où on va pouvoir activer non pas un agent pharmacologique, mais peut-être carrément un gène, et puis pouvoir contrôler avec la lumière une douleur. Alors que penser d'Olympia, évoluant dans cette hypothétique année 2242, tout droit sorti des idées du philosophe britannique David Pearce? D'ailleurs, j'ai exploré plus en détail sa philosophie dans cette vidéo, ou en l'invitant sur le podcast Humain Demain. Je vous invite à les regarder. Pourra-t-on par exemple moduler la valence d'une expérience, c'est-à-dire sa qualité intrinsèquement agréable ou désagréable, et de ce fait transformer les sensations douloureuses en quelque chose de neutre, ou en tout cas moins déplaisant? On pourrait imaginer, alors là c'est vraiment de la science-fiction, mais je pense que pas tant que ça, tant quand même, c'est de dire on pourrait conserver le signal, mais faire en sorte que ce signal il devienne effectivement un signal d'alerte, qui n'est pas obligatoirement un signal négatif. Si on associe une valence positive, signal d'alarme, mais pas trop négative à la douleur, est-ce que finalement il ne peut pas y avoir le danger qu'une stimulation douloureuse qui est potentiellement un danger pour l'organisme va pas pouvoir être mal utilisée et devenir avoir l'effet inverse de ce qui est espéré. C'est un signal qui est ambivalent. Il est important, mais il peut être extrêmement néfaste et voire il y a des douleurs suicidaires. Donc il y a le bon côté et le mauvais côté. Après qu'on ait des systèmes où on puisse contrôler sa douleur, c'est-à-dire que le signal soit là, mais qu'on puisse le contrôler facilement, ça effectivement, c'est peut l'imaginer. De nombreux scénarios resteront de la science-fiction à jamais hors de portée. D'autres sont des possibilités bien réelles. Quoi qu'il en soit, la douleur est loin d'avoir révélé tous ses secrets. La recherche fondamentale joue donc un rôle prédominant dans la découverte de nouvelles stratégies pharmacologiques et thérapeutiques prometteuses, qui mèneront nos descendants à regarder avec incrédulité la façon dont nous traitons la douleur aujourd'hui. Les rencontres éco-scientifiques, c'est également une conversation entre le chercheur et le vidéaste, ce qui veut dire que si vous souhaitez aller plus loin, mon entretien avec Éric Lingaglia est disponible sur la chaîne YouTube d'Écosciences Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le lien se trouve dans la description. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner pour découvrir nos prochains épisodes toujours consacrés au futur. Et n'hésitez pas à explorer nos précédentes vidéos et podcasts dans les différentes playlists. Merci de cliquer sur j'aime ou j'aime pas afin de nous rendre plus visibles aux algorithmes de YouTube, ce qui aide la chaîne à croître. Si vous avez des remarques ou un avis à donner, les commentaires sont là pour ça, et vous pouvez aussi rejoindre le Discord The Flares, lien dans la description. Et enfin, sur le site the-flares.com, nous produisons du contenu exclusif premium, comme des documentaires ou des résumés audio de livres.
L'avenir est une nuit noire dans laquelle nous ne pouvons pas nous permettre d'avancer aveuglément. C'était Gaëtan pour le collectif The Flares. Nous sommes vos fusées éclairantes. Nous sommes The Flares. Merci et à bientôt.